Salut à tous, c'est Manu, content de partager ce moment avec vous où dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle machine de découpe et de gravure laser. Il s'agit de la Ikier K1 Pro. Donc Ikier, ça va peut-être pas forcément vous parler, c'est une nouvelle marque. C'est la marque premium d'Atomstack. Et Atomstack, j'avais déjà testé une machine de chez eux, c'était la P9. Avec Ikier, on est sur des machines haut de gamme qui sont plus puissantes, mieux équipées et très bien finies. Celle que j'ai reçue est équipée d'une puissante tête laser de 24 watts. Mais elle existe aussi en 12 watts, donc 24, 36 et je crois même qu'il y a une version 48 watts. Au moment où je tourne cette introduction, j'ai déjà testé la machine, donc je peux vous spoiler, elle est top. Voilà pourquoi il y a déjà des exemples de création. Cette machine est très bien équipée. Elle a déjà l'axe Z qui est motorisé, donc c'est-à-dire qu'elle peut monter et descendre grâce à un moteur. Elle a un autofocus automatique, l'autofocus pour régler la hauteur entre la tête et le produit à graver. La pompe d'air assist est fournie et elle est pilotée par la machine, donc on n'a l'air que quand on a besoin. Elle a un écran tactile couleur, un mode hors ligne, c'est-à-dire qu'on peut charger le fichier à graver dans la clé USB et pas besoin d'ordinateur. Elle a une reprise aussi du travail en cas de coupure de courant. Vous avez une panne de courant, la machine s'arrête bien sûr, et quand le courant revient, elle va reprendre là où elle était. Elle est également blindée de sécurité, verrouillage par clé, détecteur de flamme, détecteur d'inclinaison. Donc c'est une excellente machine pour travailler en sécurité. On va voir juste après le montage, le paramétrage, les différentes fonctions. On va faire pas mal de tests et voir toutes les possibilités qu'offre cette machine. Allez, c'est parti! On commence par la découverte de la machine. Donc on a une grande notice illustrée et en français. On a la notice de montage et des informations supplémentaires. Tous les éléments sont bien emballés et bien protégés dans la mousse. Les éléments sont déjà préassemblés et le plus gros du travail, ça va être juste d'assembler le cadre. Le chariot mobile avec le fameux axe Z motorisé. On a tous les câbles, les tuyaux et tous les équipements pour démarrer. Et voilà la partie la plus importante du système, à savoir cette tête laser de 24 watts avec son petit laser en croix pour le positionnement auxiliaire. Les lunettes de protection sont également fournies. Ça c'est la pompe d'air assist dont je trouve le design particulièrement réussi. Ici on va retrouver la visserie, les accessoires, l'outillage et enfin l'écran tactile couleur. Donc voilà tous les éléments, ça paraît peut-être beaucoup mais vous allez voir que le montage est assez simple. Il se résume à de l'assemblage et la notice est quand même très bien expliquée. Ça c'est bien vu, les sachets de visserie portent le numéro de l'étape sur la notice. Je vais vous montrer rapidement les principales étapes de montage. On commence par l'assemblage du cadre en mettant 4 vis dans chaque coin. Les éléments s'ajustent bien et tombent pile poil en face. Ça c'est la vis de tension de la courroie, donc attention, il faut à peine la serrer. Cette barre c'est l'arbre de transmission entre les deux côtés du chariot. En fait l'axe Y est composé de deux côtés mais il est entraîné par le même moteur. Je viens visser cette barre dans l'accouplement du moteur mais je ne la serre pas pour le moment. Je la bloque de l'autre côté et je descends bien les deux côtés du chariot tout en bas. Là il me manquait une vis pour l'accouplement moteur, mais heureusement Ikier prévoit des pièces de rechange. Donc même si elle n'est pas noire, j'ai trouvé la bonne vis et je serre les deux côtés de l'accouplement. Je positionne le chariot mobile sur ses supports, j'ouvre son couvercle et je le visse avec les 4 vis fournies. La tête laser vient prendre place sur son support et elle est bloquée au moyen de 2 vis. Ensuite je branche les différents câbles, donc là pas moyen de se tromper, ils sont tous différents. Je referme le couvercle et le montage est déjà terminé. Donc le montage est très simple et rapide. Je branche le câble d'alimentation de la pompe d'air assist. Le câble d'alimentation de la machine, le câble USB type C pour l'ordinateur,
Et enfin, le câble HDMI pour l'écran tactile. Je relie le tuyau d'air assist entre la tête laser et la pompe. Donc c'est très bien pensé puisque l'air arrive directement sur la tête laser. Voilà, la machine est prête à être utilisée. Donc premier constat, c'est que le design est particulièrement soigné. Cette couleur bleu-gris métallisé, c'est très joli. Les formes sont plutôt futuristes, ça fait vraiment une belle machine. La machine est relativement lourde et donne une bonne impression de qualité. C'est une belle machine, mais il faut qu'elle soit performante maintenant. Alors on va tester tout ça. Je commence par mettre la clé USB qui est fournie. Je déverrouille la machine avec la clé et j'appuie sur marche. L'écran s'allume, je pense que j'ai tout bien monté, donc on va commencer par aller dans les paramètres. On peut déjà choisir la langue. Oups, en français ça sera mieux. Moi je suis pas fan du son tactile, donc je le désactive. Si on rentre dans le menu gravé, on a un fichier d'origine qui s'appelle High Speed. On va découvrir un petit peu ce que c'est. Je commence par cliquer sur cadre pour voir la zone qui sera gravée. Alors normalement sur une machine laser vous avez une cale pour régler la hauteur de la tête et donc le focus. Sur celle-là il ne sert à rien puisqu'il est automatique. J'ai mis une planche de médium, je revérifie le cadrage avant de lancer la gravure. Une fois que je suis sûr du positionnement, je lance la gravure. Donc cette machine est équipée d'une mise au point automatique, c'est-à-dire qu'elle va régler la hauteur de la tête laser automatiquement en fonction de la pièce qui est en dessous. Donc elle se positionne au milieu de la zone de gravure, elle descend jusqu'à temps qu'elle rencontre un obstacle, et elle remonte automatiquement de 8 mm pour être à la bonne hauteur. Une fois que c'est fait, la gravure est lancée automatiquement. Et sur l'écran, on a l'état d'avancement, on peut mettre la gravure en pause, l'arrêter et modifier la puissance et la vitesse. Les déplacements sont super rapides et la puissance du laser est indiquée par les LED qu'il y a sur la tête laser. Donc pour l'instant, je suis hors connexion, je n'ai pas relié d'ordinateur, le fichier est dans la clé USB. La pompe d'air assist s'active automatiquement, elle est pilotée par la machine et on peut régler la puissance. Allez, je vous mets le reste en accéléré. J'aurais bien aimé avoir le temps restant en plus du pourcentage. Arrivé au bout, la tête revient à sa position d'origine. L'écran m'indique que la gravure est terminée. Je fais Do, qui doit être une mauvaise traduction de back, pour revenir à l'accueil et arrêter la ventilation. Ce premier test est excellent, la gravure est très belle, les contours sont nets et bien marqués. On va maintenant passer à la partie logicielle. Je commence par relier le câble USB sur l'ordinateur. Moi j'utilise Lightburn, donc je clique sur Appareil et Trouver mon laser. La machine est bien détectée, les dimensions max sont bien indiquées. Je lui donne un nom. Je laisse le point d'origine en avant gauche et l'autoguidage au démarrage. Comme j'ai coché autoguidage, la machine vient se positionner en avant gauche. Il y a quelques réglages à faire dans Lightburn et ils sont indiqués sur la notice. Donc je commence par aller dans Modifier paramètres de l'appareil. J'active l'axe Z. J'active le bouton de déclenchement du laser et je vérifie bien que M8 est coché. Ensuite pour l'autofocus, il faut modifier l'un des boutons de macro en faisant un clic droit dessus. Je l'appelle autofocus et dans le code qui sera envoyé c'est ESP500.
On va maintenant vérifier le positionnement auxiliaire. Donc ça, c'est l'écart entre le point laser et la croix rouge de repérage. Je commence par marquer au laser et la croix rouge doit se positionner exactement au même endroit. Donc là, c'est pas le cas, on a un décalage. Donc ça, c'est pas un souci. Sur l'écran, je décale la tête jusqu'à temps qu'elle soit pile poil en face. Une fois que c'est fait, je recommence en décalant ma planche pour voir le nouveau résultat. Et là, ma croix est pile poil sur le trait, mon positionnement auxiliaire est bien réglé. Donc on peut faire la même chose dans Lightburn avec un deuxième bouton de macro qu'on va appeler position auxiliaire, et cette fois-ci le code c'est ESP501. Pour vérifier le décalage, j'ai dessiné un carré de 20 mm de côté sur un morceau de bois. Dans Lightburn, j'ai dessiné ce même carré de 20 mm de côté. Je clique sur cadrer pour voir la zone de gravure. J'ajuste ma pièce pour être pile poil dans le cadre. Avant de graver, il faut régler la hauteur de la tête en cliquant sur le bouton autofocus. Donc la tête laser va se positionner automatiquement à 8 mm de la pièce à graver. Pour mon test, j'ai réglé 1000 mm par minute et 30% de puissance. Et je lance la gravure. Donc là, je vais mesurer l'écart entre la croix rouge d'avant et la gravure réelle. J'ai environ 48 mm que je vais reporter dans le logiciel. Toujours dans le menu Modifier, paramètres de l'appareil, je coche l'option Activer le décalage du pointeur et je mets ma valeur en X 48 mm. Je refais un cadrage qui m'est donné par la croix rouge, mais cette fois-ci la gravure devrait tomber pile poil au même endroit. Je lance la gravure et je suis pile poil dessus. Donc maintenant je peux me fier à cette croix rouge. J'ai justement une trentaine de porte-clés à graver, donc j'ai commencé par créer un support pour pouvoir les mettre tous à la même position et pouvoir les graver en série. J'ai commencé par personnaliser mon support qui devrait me servir plus d'une fois. Je mets mon porte-clés dedans et je vais commencer par régler la hauteur de focus en mettant le porte-clés sous la croix rouge. Donc il est toujours important de commencer par un autofocus, sinon vous pouvez être sûr que votre gravure sera loupée. Je clique sur cadrer et là je vais m'arranger pour que mon support soit pile poil dans la zone à graver. J'ai dessiné un carré autour du porte-clés et la croix rouge doit tomber pile poil dedans. Et une fois que je suis bien réglé, je peux faire tous mes porte-clés en série. Je lance la gravure, donc là j'ai mis une puissance assez élevée pour que les lettres soient bien gravées. Premier côté c'est nickel, c'est très profond comme je voulais, donc je le retourne, je fais la même chose de l'autre côté. Pour le premier c'est fini, mais j'en ai encore une trentaine à faire. Alors, à chaque fois que j'en ai fait un, donc je modifie le prénom bien sûr, je sélectionne le texte et je sélectionne le cadre qui n'est pas gravé, et je clique sur aligner les centres pour qu'ils soient bien au milieu. Et voilà une partie des porte-clés qui serviront pour un plan de table, et comme ça les invités pourront repartir avec un petit cadeau. Au passage, je suis très content de la qualité de ces porte-clés, et en plus l'anneau peut tourner librement. Là j'ai un autre projet avec ces couteaux spéciaux pour le toilettage des chiens. Donc je vais graver la boîte et le manche du couteau qui sont en hêtre verni.
C'est pas mal, mais le logo est vraiment petit et je pense que le vernis brûle un peu en surface aussi. Pour le moment, j'ai pu agrandir un peu le logo et le résultat est quand même meilleur. Voilà, on peut vraiment personnaliser toutes sortes d'objets et le bois, ça se grave vraiment bien. J'ai fait des essais pour savoir comment couper du contreplaqué de 3 mm d'épaisseur. J'ai trouvé un site pas mal qui s'appelle MakerCase. Ça permet de générer un plan pour fabriquer une boîte. On rentre les dimensions, on choisit l'épaisseur du matériau. On a un aperçu 3D en temps réel. On choisit le type d'assemblage, donc moi je vais choisir des encoches. Et ça génère un fichier qui est directement exploitable par les logiciels de gravure. Donc j'ai importé ce fichier dans Lightburn, j'ai ajouté mon logo. Pour ce logo, j'ai choisi 30 mm par minute et 100% de puissance. Et pour la découpe, 300 mm par minute, 100% de puissance, une seule passe et les racistes. Donc je lance le projet et je vous mets ça en accéléré. C'est terminé, les éléments se détachent presque tout seuls. Il y a parfois des petits morceaux qui résistent à cause des défauts dans le contreplaqué, mais avec un petit coup de cutter, c'est vite oublié. Le résultat est nickel, les coupes sont propres, et l'assemblage est très précis. Les pièces s'emboîtent vraiment tout juste. Donc c'est vraiment sympa, ça permet de générer des boîtes pour toutes sortes de situations et toutes sortes de tailles. Maintenant j'ai Colline qui m'a demandé si je pourrais lui faire un support pour son casque gaming. Eh bien c'est parti, j'ai trouvé un modèle sur internet et je lance la découpe des différents éléments. Résultat, la coupe est nickel et les éléments se détachent très bien. En plus de la grille d'abeille, la pompe des racistes permet d'évacuer les particules qui sont dues à la découpe. Et voilà pourquoi il n'y a pas de traces de brûlure au bord du bois. Je n'avais pas assez de place pour mettre tous les éléments sur la même planche, donc voici la deuxième partie. Et là, j'ai quasiment toutes les découpes qui ne sont pas coupées à fond. Donc j'ai déjà eu ce phénomène et je vais vous expliquer comment y remédier. C'est en fait la lentille de la tête laser qui est sale. Donc je vais démonter la tête, j'enlève le tuyau des racistes, je débranche le câble du positionnement auxiliaire. Avec la clé BTR, je viens dévisser les deux vis de maintien. Et je sors la tête. La lentille n'est pas accessible comme ça, tout est bien enfermé, donc il faut démonter le cache et démonter l'espèce d'entonnoir pour les racistes. Maintenant j'ai accès à la lentille, pas besoin de la démonter, il suffit de prendre un coton-tige, de l'imbiber d'alcool et de nettoyer. Ensuite je retourne le coton-tige côté sec pour l'essuyer. Ensuite je remonte le tout et ma tête laser retrouvera sa pleine puissance. Donc je reviens à mon support de casque. Donc c'est plein d'éléments à assembler en les collant les uns sur les autres. J'ai utilisé de la colle à bois que j'étale avec un petit pinceau. Je serre bien l'ensemble le temps que la colle sèche. Pendant ce temps, je passe au collage du pied sur le même principe. En fait, j'ai trouvé ce modèle tout fait, mais ce laser est tellement puissant qu'il aurait pu couper du bois beaucoup plus épais et il n'y aurait pas de collage. Mais je trouvais ça sympa le rendu de toutes ces planches collées ensemble. Ensuite, je viens mettre le bras support sur son socle et tout sera collé ensemble. J'assure un bon serrage et je laisse comme ça quelques heures. Le rendu brut, ça donne ça, donc je vais commencer par enlever l'excédent de colle avec une lime. J'aime bien le côté noir brûlé sur la tranche du bois, donc je protège le reste et je bombe les tranches avec une peinture noir mat.
L'effet bois clair avec du noir, je trouve ça vraiment joli et ça évitera d'avoir des traces de brûlé sur les doigts. Pour protéger l'ensemble et éviter que le bois ne se salisse, je rajoute une couche de vernis transparent. Et voilà un beau support, design et fonctionnel. Maintenant on va tester une fonctionnalité très intéressante, c'est la reprise de gravure en cas de panne de courant. Donc j'active l'option reprendre la gravure dans les paramètres. La machine se remet à 0. Donc bien sûr ça ne fonctionne qu'avec le mode hors ligne. Donc j'éteins la machine, je récupère la clé USB, je la mets dans l'ordinateur et j'envoie mon fichier à graver dedans. Donc là je n'ai pas besoin du câble USB, l'ordinateur n'est pas branché, je remets la clé USB et je rallume la machine. La machine se remet à 0. Je choisis mon fichier Animal 1 dans la liste des projets. Comme d'habitude, je clique sur cadre pour voir la zone de gravure. Et une fois que mon support est bien placé, je lance la gravure. La machine commence toujours par la mise au point automatique. La gravure est lancée, je vais la laisser comme ça jusqu'à peu près la moitié. Au bout de quelques minutes, je vais simuler une panne de courant en débranchant la prise d'alimentation. Je rebranche la prise, la machine se rallume. Elle se remet à 0, puis me propose de reprendre la gravure là où elle s'était arrêtée. Je clique sur d'accord et la gravure reprend exactement là où elle s'était arrêtée. Bien sûr, il ne faut surtout pas déplacer la planche entre deux. La gravure est terminée, la machine se remet à 0 et il est impossible de voir où s'est arrêtée la gravure. Il n'y a aucune ligne, aucune différence entre la première et la deuxième partie. On n'oublie pas que c'est un laser de 24 watts, c'est super puissant, donc maintenant je vais regarder un peu de quoi elle est capable. Je vais essayer de couper cette planche de sapin de 18 mm d'épaisseur. Donc mes réglages c'est 100 mm par minute, 100% de puissance et de passage. Mais on voit qu'après le premier passage, la planche est déjà quasiment coupée à fond. Voilà, c'est très impressionnant, elle est capable de découper cette planche de 18 mm d'épaisseur. Bien sûr, le bois est brûlé, mais avec un petit coup de ponçage, on peut enlever les traces de brûlure. IKEA propose également une application gratuite pour commander la machine depuis son smartphone. Je clique sur ajouter un graveur et la machine est directement détectée, pas de souci. Pour la connecter au réseau Wi-Fi, je choisis son nom dans la liste des appareils disponibles. Je donne un nom à la machine. Ici, j'entre mon mot de passe Wi-Fi. Voilà, la machine est bien connectée. On va découvrir un peu les options que l'application propose.
Ici, on a un mode création libre pour pouvoir dessiner un petit peu ce qu'on veut. Tout en bas, on va retrouver les paramètres de la machine. Dans le menu dossier, on va retrouver les listes des fichiers qui sont déjà dans la clé USB. On peut lancer la gravure d'ici. Dans le menu galerie, on va pouvoir choisir une photo qu'il y a dans le téléphone. Donc je vais choisir ce QR code. On a d'abord des filtres pour changer la photo, modifier les couleurs. On a pas mal d'outils pour travailler l'image, comme recadrer, retourner ou mettre en miroir. Ensuite, on a un aperçu de la zone de gravure où on peut redimensionner la photo, la faire tourner. Par contre, on ne peut pas la placer à l'endroit où on veut. J'ai laissé les paramètres proposés par défaut, à savoir gravure sur bois de 5 mm. On verra un peu plus loin que la vitesse était beaucoup trop élevée pour ce genre de projet. Pour continuer, je suis obligé de donner un nom à ce projet, donc je vais l'appeler code. J'arrive sur la page de préparation de gravure où je peux déplacer la tête laser, mais aussi faire un cadrage. Une fois que c'est bon, je clique sur démarrer pour lancer la gravure. Comme pour le mode hors ligne, il commence par faire une mise au point automatique. La gravure est lancée, je peux suivre l'avancement sur le téléphone, ajuster également la puissance et la vitesse. Par contre, sur l'écran, il n'y a rien. Tout se passe sur l'écran du téléphone. Je vois déjà que les bords ne sont pas gravés à fond, il manque un surbalayage et ça je n'ai pas trouvé l'option. Ou alors il y aurait fallu réduire la vitesse. La machine revient à sa position initiale et le travail est terminé. Bon, comme je me doutais, comme il manque les bords du QR code, il ne fonctionne pas. Là je pense que pour un projet comme ça, 10 000 mm par minute, ça aurait été largement assez et on n'aurait pas eu ce problème. Allez, on va maintenant passer à la création d'un dernier projet avec cette machine. Il s'agit d'une boîte avec un couvercle souple. Donc j'ai chargé le fichier dans la clé USB et je vais utiliser le mode hors ligne. Comme la zone de gravure est très grande, je commence par un cadrage pour être sûr que ça passe. J'ai mis une planche de 400 par 400 mm de côté. L'aperçu est OK, je lance le travail. La mise au point est terminée et le projet est lancé, ça va prendre presque une heure. Là, je suis également parti d'un autre site internet qui permet de générer le fichier à partir des paramètres qu'on lui rentre. J'ai importé ce fichier dans Lightburn, j'ai déplacé certaines pièces pour qu'elles passent sur ma planche et j'ai réglé à 250 mm par minute, 100% de puissance et une seule passe. Donc c'est un projet hors ligne, je vais pouvoir suivre l'état d'avancement sur l'écran et je vous fais un timelapse pour voir tout ça en accéléré. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle émette une alarme et qu'elle s'arrête. La tête laser a dépassé les limites de la machine. Et malheureusement, il n'y a pas de reprise possible dans ces cas-là, le projet est perdu. En effet, on peut voir qu'il n'a pas commencé au bord de la planche. J'ai été voir dans la notice, il faut en fait démarrer à partir de la position actuelle dans les paramètres. Et j'enlève également le décalage du laser. Je relance le projet sur une nouvelle planche et là, même problème. La machine s'arrête pour la même raison, elle est arrivée en bout de course. Et pourtant là, j'ai bien démarré au bord de la planche. Donc vu que je suis hors ligne, je me dis que c'est peut-être pas dans Lightburn qu'il faut désactiver le positionnement auxiliaire. Je fais la même chose mais dans les paramètres de la machine. Je vérifie d'abord le cadrage sur la planche qui est loupée. Je mets une troisième planche et je relance le projet.
Et là, nickel, donc il fallait bien désactiver le positionnement auxiliaire dans les paramètres de la machine quand on veut exploiter toute la surface. C'est pas mal du tout, après le nettoyage de la tête laser, les pièces sont vraiment bien coupées à fond. Elles se détachent quasiment d'eux-mêmes, à part ces deux petites loques, je vais donner un petit coup de cutter. Les coupes sont nettes, sans trace de brûlure. Et cette pièce est particulièrement impressionnante, le bois est devenu extrêmement souple avec toutes les coupes qu'il a reçues. Voici toutes les pièces qui sont prêtes à être assemblées. Donc la plupart vont tenir d'eux-mêmes par emboîtement et il y en aura quelques-unes à coller. Et je vais mettre d'un petit maillet pour emboîter les éléments entre eux. Pour les petites pièces à coller, j'utilise de la colle à bois. Là aussi, les rails des glissières sont à coller. Le couvercle souple, donc j'ai mis un petit peu de graisse dans les glissières, sinon ça coinçait un peu. Et enfin, je termine par le fond. Voilà, ma petite boîte est terminée. Elle est vraiment comme sur la photo et ça marche nickel. Ça peut faire une chouette idée de boîte à clés ou de boîte cadeau, surtout qu'on peut mettre les dimensions qu'on veut. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je suis très content d'avoir pu tester cette IKEA K1 Pro, une machine très bien équipée, puissante et fiable. Donc j'espère avoir été clair dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi un message dans les commentaires. Je vous aiderai comme je peux. Laissez aussi un pouce si ça vous a plu. Moi j'ai encore des tas de projets, donc portez-vous bien et à bientôt.